Et si je vous disais que, dans les premières heures après la mort de quelqu'un, il existe des gestes, des réactions qui peuvent tout compliquer, pas volontairement, pas par méchanceté, mais simplement parce qu'on ne sait pas. Quand quelqu'un part, tout devient flou, les émotions prennent le dessus, on agit instinctivement, on parle, on pleure, on appelle, c'est humain. Mais ce que très peu de gens comprennent, c'est que ce moment précis n'est pas une coupure immédiate, c'est une transition. Et pendant ces premières heures, quelque chose de très subtil est encore en train de se produire. La conscience ne disparaît pas d'un coup, elle s'adapte, elle perçoit, elle cherche à comprendre. Et dans cet état fragile, tout ce qui se passe autour peut avoir un impact, même si on ne le voit pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 erreurs que beaucoup de gens font, sans le savoir, dans les premières heures après la mort de quelqu'un. 3 erreurs simples, mais puissantes, et parfois lourdes de conséquences. La première erreur est presque inévitable. Elle vient directement du cœur, mais c'est justement pour ça qu'elle peut être la plus difficile à contrôler. La première erreur, c'est de laisser l'émotion prendre toute la place. Quand la mort arrive, le choc est brutal, les pleurs montent, la douleur explose, le désespoir envahit tout. Et encore une fois, c'est humain. Mais dans ces premières heures, il se passe quelque chose que peu de gens imaginent. La conscience de la personne n'est pas totalement détachée. Elle ne voit plus comme avant, elle n'entend plus comme avant, mais elle perçoit, d'une autre manière, plus directe, plus sensible. Elle ressent l'ambiance, elle capte les émotions. Et quand tout autour est rempli de détresse intense, de panique, de chaos, cela peut créer une forme de confusion, comme si l'environnement devenait instable, comme si quelque chose empêchait le calme de s'installer. Ce n'est pas l'amour qui pose problème, c'est l'intensité désorganisée. Un amour apaisé accompagne. Une douleur incontrôlée peut perturber. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer, mais qu'il existe une différence entre ressentir et submerger l'espace. Et cette nuance change beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Mais cette première erreur n'est pas la plus fréquente. La deuxième est encore plus subtile, et la plupart des gens la font sans même s'en rendre compte. La deuxième erreur est encore plus silencieuse. Et souvent, elle est faite avec amour. C'est le fait de retenir la personne. Dire, penser ou ressentir très fort « ne pars pas, reste encore, je ne suis pas prêt ». Ces mots ne sont pas toujours prononcés à voix haute. Parfois, ils sont juste ressentis. Mais dans ces premières heures, l'intention compte autant que les mots. Parce que la conscience, à ce moment-là, est dans un état très sensible. Elle n'est pas complètement libérée, pas totalement détachée. Et ces appels émotionnels peuvent agir comme un lien, un fil invisible, comme si quelque chose tirait en arrière. Encore une fois, ce n'est pas visible, mais c'est ressenti. Et cela peut créer une hésitation, avancer ou rester. L'amour véritable accompagne. Il dit, même en silence, « tu peux y aller, en paix ». Mais l'attachement, lui, retient. Il dit « reste, même si c'est difficile ». Et cette différence est essentielle. Parce qu'au lieu d'apaiser, on peut, sans le vouloir, créer une tension, une confusion, comme si la transition était ralentie. Et c'est là que beaucoup réalisent trop tard que aimer, ce n'est pas retenir. Mais cette erreur n'est toujours pas la plus fréquente. La troisième est encore plus discrète, et pourtant, elle est presque toujours présente. La troisième erreur est tellement normale qu'on ne la remarque même pas. C'est l'agitation, le mouvement constant, le bruit, les discussions sans fin. Dans les premières heures après un décès, tout s'accélère. Les proches arrivent, les téléphones sonnent, les décisions doivent être prises, et tout cela est compréhensible. Mais au milieu de cette agitation, quelque chose de très différent est en train de se produire. Un processus calme, silencieux, intérieur. La conscience s'ajuste, elle tente de comprendre ce qui se passe. Et cet environnement agité peut rendre ce moment plus confus, pas physiquement, mais subtilement. Imaginez essayer de vous orienter dans un endroit complètement bruyant. C'est difficile. Ici, c'est similaire. Le calme aide à clarifier, le bruit disperse. Ce n'est pas une règle absolue, mais une influence. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. Même après ce moment, l'environnement continue d'avoir un impact, pas sur le corps, mais sur le passage. Et ces 3 erreurs réunies peuvent créer quelque chose que peu de gens comprennent vraiment.
Pas un blocage total, mais un ralentissement, une confusion, une transition moins fluide. Et ce qui est encore plus important, c'est de comprendre ce que cela change réellement. Parce que quand on le comprend, on n'accompagne plus quelqu'un de la même manière. Maintenant que vous avez vu ces 3 erreurs, il y a une question essentielle. Qu'est-ce que cela change réellement? Parce que non, rien de tout cela ne condamne qui que ce soit. Il ne s'agit pas de punition, ni de quelque chose de définitif, mais plutôt d'un ajustement. Ces premières heures sont comme un passage étroit, un moment de transition. Et plus ce moment est calme, clair, plus la conscience s'adapte facilement. Mais quand il y a trop de confusion, trop d'attachement, trop d'agitation, cela peut créer un ralentissement, comme si la conscience restait un peu plus longtemps dans un état intermédiaire, pas bloqué, mais pas totalement libre non plus, un peu comme quelqu'un qui hésite entre 2 chemins, avancer ou regarder en arrière. Et cette hésitation peut prolonger la compréhension. Ce n'est pas visible, mais c'est ressenti. C'est pour cela que certaines traditions parlent de présence paisible, de silence respectueux, d'intentions apaisées. Pas pour imposer une règle, mais pour faciliter, accompagner sans retenir, aimer sans perturber. Et quand cela est compris, tout change, parce qu'on ne vit plus ce moment de la même manière. Mais il reste une question, la plus importante de toutes, et elle ne concerne pas seulement ce moment, elle vous concerne, vous. Au fond, ce que vous venez d'entendre ne parle pas seulement de la mort, cela parle de la manière dont on aime, dont on laisse partir, dont on accompagne. Parce qu'un jour, nous serons tous de l'autre côté de ce moment. Et la seule chose qui comptera vraiment, ce ne sera pas ce que nous possédons, ni ce que nous montrons, mais ce que nous aurons laissé derrière nous, dans le cœur des autres. Un souvenir apaisé ou une douleur lourde, une présence douce ou un attachement qui retient. Et peut-être que la vraie question n'est pas que faire après la mort de quelqu'un, mais plutôt comment aimer pour ne pas retenir. Parce qu'aimer profondément, ce n'est pas empêcher quelqu'un de partir, c'est lui permettre de partir en paix. Et cette compréhension peut tout changer. Aujourd'hui, maintenant, dans la manière dont vous regardez les autres, dans la manière dont vous vivez vos liens. Si cette vidéo vous a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre cela. Alors, prenez un instant, respirez. Et si quelque chose a résonné en vous, écrivez simplement « Je laisse en paix ». Parce que parfois, un simple choix intérieur peut déjà alléger beaucoup plus que vous ne l'imaginez.